들어보세요 여러분들 나의 한 말 들어보소 부자라고 자세를 말고 가난하고 하늘 마소 얼씨구. 엊그저께까지 박흥부가 문전 걸식을 일삼더니 오는 날 부자가 되었으니 이런 형사가 어디가 있느냐 얼씨구 절씨구 불쌍하고 가련한 사람들 박흥부를 찾아오소 나도 날부터 기민을 줄란다 얼씨구나 절씨구 얼씨구. 얼씨구 죽구나 지화자 좋았네 얼씨구 절씨구야. Bonjour et bienvenue aux 60 minutes d'enquête. Je m'appelle Cynthia Cabral et aujourd'hui je vais présenter une jeune chanteuse franco-camerounaise qui a incarné l'art du pansori. Étudiante à l'université K-Arts, elle a su conquérir le cœur de millions de Coréens et a même eu l'honneur de performer devant les présidents et les premières dames français et sud-coréens il y a 5 ans. Mais avant d'introduire notre cher invité, je vais vous présenter cet art millénaire du pays au matin calme. Le pansori est un genre vocal de musique traditionnelle indigène apparu au XVIIe siècle sous la dynastie Joseon et qui s'est développé rapidement. Alors qu'au début il s'agissait d'un chant chamanique, au XIXe siècle il a été de plus en plus apprécié par les Coréens, indépendamment de leur genre, âge ou classe sociale. Après avoir été performé dans les rues des villages coréens, il est aujourd'hui joué très souvent sur scène ou dans des salles de spectacle. Le pansori est une combinaison de deux mots. Pan, un lieu de rassemblement, une place publique dans les villages où peuvent avoir lieu des cérémonies chamaniques, des spectacles ou des marchés, et sori, ce qui désigne un son, un bruit, une voix chantée ou une chanson. Il y a une trinité indissociable dans la performance du pansori. Le sorikun, le kosu et le public. Le sorikun est un chanteur de pansori qui raconte des histoires à travers des chansons, des dialogues et des narrations. Un sorikun utilise divers gestes en utilisant un éventail sur une main. Tout au long de la représentation, un sorikun utilise une variété de tons, de techniques vocales, de modes musicaux, de rythmes et des gestes pour changer continuellement de rôle entre celui d'un conteur et des personnages présentés dans l'histoire. Le pansori peut être interprété par un segment ou une histoire complète. Chanter la version complète d'un pansori prendrait 3 à 8 heures. Afin d'acquérir la force des cordes vocales capables de résister à des heures de chant, il faudrait des décennies de pratique et un entraînement très intense. Le kosu, un tambourinaire muni d'un pu, un tambour baril, accompagne le chanteur en jouant chandan. Chandan est un cycle rythmique qui est basé sur un ensemble de rythmes. Pendant la performance, le kosu émet un chimse, qui sont comme des cris d'encouragement à des moments ou à des fins des phrases appropriées. Le rôle du kosu est si important qu'il pourrait même renforcer la qualité et le potentiel de la performance du sorikun. Le public est considéré comme l'un des éléments clés de la performance du pansori. En effet, c'est le public qui est là pour soutenir et apprécier et donner vie à cette forme d'art. Le chanteur et le tambourinaire portent tous les deux un hanbok, c'est-à-dire la tenue traditionnelle coréenne. En tant qu'art, le pansori a plusieurs identités. Si vous vous concentrez sur la chanson, c'est de la musique. Si vous vous concentrez sur la disposition des mots, c'est de la littérature. Et si l'on se concentre sur les facteurs théâtraux, il entre dans la catégorie du drame, ce qui en fait une forme d'art composé. Le pansori a été désigné bien culturel immatériel national de Corée en 1964 et l'UNESCO a reconnu le pansori comme un chef-d'œuvre de l'art oral et immatériel patrimoine de l'humanité en 2003. Cet art traditionnel coréen du XVIIe siècle a réussi à traverser les âges et les frontières et a résonné dans l'esprit de Laure Mafo, une jeune femme française d'origine camerounaise qui a tout laissé derrière elle pour suivre son rêve de devenir chanteuse de pansori. Aujourd'hui, elle va nous raconter son histoire. Je m'appelle Laure Mafo. En fait, je suis française d'origine camerounaise. Et en ce moment, en fait, j'habite en Corée depuis 2017. Je suis venue en Corée en 2017 et j'apprends en fait la musique traditionnelle coréenne à la
Korea National University of Art. Je suis en 3e année maintenant. Et voilà, on va voir comment ça va continuer. Très bien. Et donc, vous êtes né au Cameroun et de ce Oui, que j'ai compris, vous avez déménagé en France à vos 10 ans. Et donc, oui. comment est-ce que était votre enfance au Cameroun et est-ce que vous avez déjà un rapport au chant, notamment au chant folklorique? Ma vie au Cameroun, franchement, c'était super. On va dire, j'étais vraiment un garçon manqué quand j'étais petite, vraiment un garçon manqué. Donc, j'ai fait comme on dit, les 100 coups avec mon grand frère. Au Cameroun, j'ai étudié jusqu'en CM2 où j'ai passé le concours, en fait. Vous savez, au Cameroun, pour entrer au collège, on doit passer des concours, 2 concours. Moi, j'en ai passé un que j'ai réussi. Donc, après le concours, je suis partie en France. Mais mon enfance au Cameroun, voilà, c'était vraiment l'ambiance familiale et tout ça. Toutes les vacances, en fait, ma mère nous envoyait au village pour les récoltes, pour aider la grand-mère pour les récoltes. Donc vraiment, toutes les vacances, genre le premier jour des vacances, on était au village. Donc au village, moi, j'ai beaucoup appris les petits chants traditionnels, sous la route, sous la pluie, sous le soleil et tout ça. Donc oui, j'avais déjà appris on va dire quelques petits chants, en fait, quand j'allais au village. Donc, et maman, en fait, elle adore chanter. Depuis que je suis petite, j'ai toujours chanté avec elle à la maison, toujours chanté. Donc, franchement, aussi loin que je me souvienne, grâce à l'amour pour le chant de maman, moi, j'ai toujours chanté avec elle, en fait, toujours. Et après, bon, comme tout le monde, chanter sous la douche, voilà. Mais dire que je suis une chanteuse professionnelle, ça n'a pas été le cas, mais j'ai toujours aimé ça. Du coup, vous parlez de chant dans le village et tout lors des récoltes. Est-ce que c'est quoi votre ethnie en fait au Cameroun? Je suis Bamileke de Banjul, en fait. Ma mère, elle est de Banjul. Et je ne comprends que le dialecte de Banjul. Et du coup, en arrivant en France, quel parcours estudiantin et professionnel avez-vous emprunté? Quand je suis arrivée en France, j'ai dû reprendre, en fait, le CM2. On habitait d'abord à Amiens. J'ai fait un peu le collège à Amiens. Après, on a déménagé sur Paris, où j'ai un bac scientifique, en fait. Après ça, j'ai essayé, en fait, médecine, mais ça n'a pas marché, je crois que c'est pas pour moi. Après ça, j'ai repris vraiment en première année à Nanterre, où j'ai fait une licence en finance, économie comme générale. Et après, j'ai fait mon master 2 à l'IAE de Lille. J'ai fait un master en audit comptable et financier. J'étais diplômée en 2013. En 2012, en fait, mon cursus c'était un peu genre en alternant, je sais plus comment on appelle ça. J'ai eu la chance de travailler en même temps chez Samsung. Au départ, en fait, je recevais juste les appels des clients et puis je les transmettais aux gestionnaires de clients. Et après, j'ai évolué, j'ai été contrôleuse de gestion en fait pour la Samsung Electronics France, vraiment l'entreprise en entier. Ensuite, je suis partie aux États-Unis pendant quelques mois pour apprendre l'anglais. Et quand je suis revenue, j'ai été recontactée par Samsung en fait pour travailler. Une fois que j'ai fini, j'ai fait plus de 3 ans en fait chez Samsung. Et après, je suis allée chez Coca-Cola. Chez Samsung, j'étais contrôle de gestion commerciale. Chez Coca-Cola, en fait, je travaillais presque un an. J'étais contrôleuse de gestion industrielle. Mon parcours, voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas spécial, mais Avec ce parcours, qu'est-ce qui vous a suscité de l'intérêt pour la Corée? avant la Corée, on va dire l'Asie, c'est toujours mon ami en fait qui m'avait d'abord fait découvrir, on va dire, les films Bollywood indiens. Que j'ai adoré, j'ai écouté, j'ai chanté. Et après, m'a fait découvrir les dramas coréens aussi. C'était vraiment super. Et à un moment donné, j'avais vu une émission sur la Corée et tout ça. Et je me suis dit, bon, les Coréens ont la réputation de travailler super dur, vraiment d'étudier super dur. S'ils continuent à travailler comme ça, d'ici 20 ans, ce sera un grand pays, aussi grand que les États-Unis. Donc voilà, si je pars en Corée et que je trouve du travail, genre pendant 3 4 ans, je travaille et puis je retourne en France et tout ça, bah, je pourrais trouver un meilleur boulot. Donc j'ai postulé et grâce à une amie et au hasard, en fait, j'ai pu rentrer chez Samsung. Et pendant cette mission chez Samsung, une amie coréenne, elle m'a présenté en fait le centre culturel coréen parce qu'elle allait chercher souvent des livres pour ses enfants là-bas. Elle m'a présenté tout ça où je pourrais apprendre le coréen. Et je me suis inscrite au centre culturel coréen en 2014. J'ai commencé en 2014 et en 2015, en fait, euh, tous les ans, mon professeur, elle faisait en fait, elle donnait un stage de chant au centre culturel coréen pendant 2 semaines.
Et au hasard comme ça, je chantais déjà un peu les ballades coréennes et tout ça. Mon professeur de coréen m'a dit, ah, mais je vois que tu aimes bien la musique coréenne et tout. Est-ce que ça te dirait de participer au concours de chant pour amateurs qui avait concours de pansori pour amateurs qu'on organisait au Centre culturel coréen? Moi, je ne sais pas du tout ce que c'était le pansori, en fait. Vraiment pas du tout. C'est la première fois que j'entendais ce mot. Mais en fait, j'ai une amie maintenant qui avait participé au stage l'année d'avant et qui m'avait dit, oh, mais c'est bien et tout, vas-y, on essaie toutes les deux et tout ça. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le pansori. Et après, j'ai participé au stage de chant, au stage de pansori, et j'ai entendu mon professeur chanter. Et franchement, j'étais scotché. Ce moment où j'ai entendu mon professeur chanter, je ne sais pas, dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, oh là là. Je ne comprenais pas les paroles, hein. Je ne comprenais pas du tout les paroles, mais j'ai adoré. Je me suis dit, ah, je vais essayer, moi, je vais faire ça. Je vais au moins essayer. Et au moins essayer. Voilà, c'est comme ça. Et puis, j'ai demandé à mon professeur si je vais moi aussi chanter comme elle, comment je dois faire. Il m'a dit, bah, pour ça, il faut aller en Corée. J'ai dit, OK, c'était en 2015. En 2016, j'ai reparticipé au stage de chant qu'elle donnait. Et puis en 2017, lors de ma mission chez Coca-Cola, j'ai dit, voilà, bon, il faut vraiment que j'y aille. J'ai dit à ma responsable que voilà, je pense que c'était le bon moment pour y aller. Et puis voilà, donc j'ai arrêté ma mission là-bas et puis je suis venu en Corée. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que vous y avez déjà pensé à vivre en Corée, sans même avoir découvert le pansori. Mais le pansori, c'était comme un peu le moment où vous l'avez entendu, c'était comme un déclic pour vous, quoi. Vous vous êtes dit, ah ouais, là, Oui. maintenant, c'est vraiment que. En fait, je voulais partir, mais j'avais toujours peur. On repousse toujours les trucs et tout. Au départ, je vais partir pour travailler. Et j'ai toujours repoussé. Franchement, quand j'ai entendu le pansori, je me suis dit, ah oui. En fait, je suis vraiment venue pour une autre raison. C'était plus pour travailler, mais c'est vraiment pour apprendre le chant et si possible travailler. On va dire que je voulais venir en Corée, mais juste la raison en fait de ma venue a juste changé. On sait que la langue, parfois, elle peut être un motif de défi pour certaines personnes quand elles partent à l'étranger. Et parfois, certains étrangers, lorsqu'ils arrivent en Corée, au lieu d'essayer d'apprendre la langue, le coréen, eh ben, ils se reposent sur leur anglais et ils apprennent pas forcément la langue. Et du coup, est-ce que vous êtes reposé sur votre anglais en allant en Corée du Sud, ou est-ce que vous vous êtes dit, non, il faut vraiment que j'apprenne la langue afin de bien comprendre cette société-là? Je pense que quand on va dans un pays, pour comprendre la culture et pour comprendre les gens de ce pays, c'est bien de parler la langue. C'est bien de faire l'effort de parler la langue de ce pays. En fait, il faut communiquer parce que pour connaître un pays, connaître ses habitants, il faut communiquer avec les gens du pays. C'est pas les trucs qu'on regarde, qu'on voit à la télé, tout ça, non. C'est jamais la même chose que le réel dans notre pays. Donc, moi, je suis arrivée, je me suis inscrite à l'école de langue directement. Déjà parce que, j'avais pas le choix, parce qu'en tant que Camerounaise à l'époque, en fait, j'avais besoin d'un visa pour entrer dans le territoire. Je ne peux pas entrer en touriste 3 mois comme français. Mon domaine est un peu différent des autres. Ceux qui travaillent en entreprise, c'est un peu différent parce qu'ils peuvent utiliser l'anglais. Mais moi, en fait, le pansori, c'est vraiment coréen. C'est vraiment le chant traditionnel coréen. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de caractères chinois, beaucoup de dialectes coréens et beaucoup d'anciens mots. Donc, et pour comprendre, en fait, pour pouvoir chanter le pansori, il faut parler coréen. J'ai même pas eu le choix, en fait. Le pansori, en fait, l'histoire, en fait, on la raconte, on est tout seul à raconter, dans le que toutes les émotions, tous les sons qui sont dans l'histoire, on doit pouvoir le transmettre. Les gens doivent pouvoir comprendre ça, en fait, à travers notre voix. Mais si on ne comprend pas ce qu'on chante, c'est impossible de donner des émotions, de donner de l'émotion aux gens, en fait. Donc, moi, j'ai vraiment appris la langue en même temps que le chant, en fait. Et mon anglais, j'avoue que je suis allée aux États-Unis 4 mois, mais je n'étais pas non plus fluente. Je parle anglais, bien sûr, mais l'importance aussi de parler la langue du pays, je pense. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, en fait, ça s'est passé comment votre déménagement en Corée? Est-ce que vous avez été confronté à des chocs culturels? Choc culturel, pas vraiment parce qu'en fait, j'avais vu les émissions sur la Corée et tout ça et j'avais pas d'attente particulière en fait par la Corée. Je me suis pas dit, oh, la Corée, c'est un pays comme ça, vraiment, à part le travail et tout ça. Mais je me suis dit, bon, va et puis tu verras.
Et j'ai eu la chance qu'en fait, les amis coréens que j'ai rencontrés en France via HelloTalk, via voilà, les sites d'échange linguistique, ils étaient en Corée en fait, à ce moment-là. Donc, quand je suis arrivée, je les ai contactés. Mon premier logement, quand je suis arrivée en Corée, en fait, avant de venir en Corée, j'avais déjà un logement. C'était une amie d'une amie d'une amie d'une amie d'une amie. Voilà, comme ça, ça marche. qui m'a accueilli chez elle pendant un mois à peu près. Donc, ça m'a permis d'être directement. En fait, je suis entrée directement dans une famille coréenne. Il y avait une petite fille. Et vous savez, les enfants, voilà, quand il y a quelqu'un à la maison et tout, il faut parler. Au départ, c'était un peu compliqué parce que, voilà, la langue, c'était compliqué. Mais avec le temps et tout ça, on discutait avec la mère en anglais, coréen, mixé et tout ça. Mes amis m'ont beaucoup aidé à ouvrir un compte en banque, à faire le visa. Donc, j'étais pas toute seule, en fait. Moi, j'étais que dans le milieu du pensionnat. Donc, ce que je faisais, c'est que le matin, j'allais à l'école de langue. Dès que l'école de langue finissait, je mangeais et j'allais à l'école de chant. Et quand on finissait, je rentrais à la maison. Donc, j'ai pas vraiment de choc culturel. Mais il y a des trucs un peu, on va dire que chaque culture a ses. Bizarre, comme les Coréens mettent des lunettes sans les verres. Je sais pas, c'est à quoi. Ils mettent des sandales, on va dire, avec des chaussettes. C'est des trucs un peu bidons comme ça. En fait. On dirait, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc, au départ, le Coréen, il mange des kimchi, comme on dit, tous les repas. Je me disais, mais c'est quoi cette histoire? À un moment donné, je ne peux pas manger sans kimchi. Voilà, je dis sincèrement, c'est que tous les repas, moi aussi, j'étais là, oh, mais il n'y a pas de kimchi comme ça, il n'y a pas de kimchi. Voilà. Donc, chaque pays a sa propre culture. Et voilà, il faut essayer de s'adapter à cette culture-là et en apportant sa propre culture, en fait, en restant avec sa propre culture, du moment que ça ne porte pas préjudice à l'autre. Voilà, je pense qu'on peut mixer les cultures et puis vivre avec. Ce rapport-là entre les professeurs ou avec les personnes les plus âgées, il n'y avait pas vraiment de différence parce que vous avez déjà vécu ça au Cameroun, en Afrique. Exactement. Et même, voilà, c'est ça en fait. C'est qu'il y a des similitudes entre la Corée en fait et l'Afrique. Déjà, ce rapport avec les aînés, ne pas tendre la main, serrer avec les deux mains et tout ça. Voilà. Des fois aussi, on va dire, en même temps, en respectant l'aîné, il y a des moments aussi, il faut s'affirmer. Vous voyez? C'est qu'au Cameroun, on dit, voilà, il faut respecter les aînés. Bien sûr, en France aussi, on le dit, il faut respecter les aînés, c'est normal. Mais il faut aussi affirmer, avoir ses idées. C'est qui est un peu, en Corée, c'est un peu différent parce que en Corée, affirmer ses idées, c'est pas trop leur truc, je crois. Je pense que culturellement, c'est pas vraiment comme ça. Ils ont une formulation de phrase, peut-être que. Je dis non, en fait. Je dis, qu'est-ce que tu veux manger? Oh, je mange peut-être que le poulet, ce serait peut-être bien. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux manger? Moi, je dis, moi, je mange pas de poulet. Les gens sont jamais directs. C'est ça. Et voilà, moi, je suis directe. Hein, ça, c'est pas... Au départ, c'est pris comme, on va dire, c'est un peu brutal. Parce que moi, j'ai une façon de parler qui est perçue comme voilà, assez brutale. Mais une fois que les gens connaissent et tout, et voilà. Avec les professeurs, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Avec les professeurs, je me dis aussi, ouais, peut-être que, voilà. De temps en temps, je dis aussi peut-être que, mais de temps en temps, je dis, ah non, pas trop, en fait. Voilà. Vous avez déménagé donc en 2017, c'est là où vous êtes allé en Corée du Sud. Et ensuite, 3 ans après, il y a eu la pandémie. Alors, comment est-ce que c'était pour vous en tant qu'artiste? Pourquoi c'était difficile à cette période-là, surtout que vous étiez loin de votre famille, loin de la France, votre patrie également? Comment est-ce que c'était pour vous? Ah, c'était très compliqué, vraiment très compliqué parce que les concerts, les émissions et tout ça, franchement, tout a été annulé en fait. Financièrement, c'est l'une des périodes vraiment qui était très très difficile pour moi. Là, en fait, à ce moment-là, j'habitais avec une nouvelle famille coréenne en fait, voilà, qui m'aidait, un couple en fait avec leur fille, et c'était très très compliqué. J'ai vraiment pas pu payer le loyer pendant la période du Covid, mais la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, la maman de la petite, elle m'a dit, oui, t'inquiète, je sais et tout, c'est compliqué, mais quand tu pourras et tout, tu paieras le loyer. Et j'ai vraiment eu beaucoup d'aide de la part de l'ambassade, en fait, de France ici en Corée. Parce que l'ambassade de France a mis en place, en fait, une aide financière pour les gens, les Français en difficulté ici en Corée. Et cette aide ça m'a vraiment beaucoup aidé. À Paris, une fois que j'ai commencé à travailler, j'ai jamais vraiment eu besoin de demander de l'aide, en fait, parce que financièrement, j'étais autonome. Du jour au lendemain, comme ça, redevoir, on va dire, tendre la main et tout, demander de l'aide aux gens, c'était psychologiquement compliqué. Donc, oui, franchement, c'était un peu compliqué, mais heureusement qu'on était quand même assez bien soutenus par l'ambassade et par l'État coréen aussi, et puis les amis autour et tout ça.
Plusieurs experts affirment que le pansori prend 10 ans à être maîtrisé. Comment est-ce que vous avez pris le courage d'apprendre cet art étranger dans un pays où vous n'avez jamais mis les pieds auparavant? Et aussi, qu'est-ce que ça veut dire le pansori pour vous? Personnellement, ce que je pense, c'est que la question la plus difficile à laquelle on peut répondre, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Pas qu'est-ce que tu sais faire, parce que j'ai fait un master en audit et tout ça, donc je peux lire des comptes, je peux faire ça. Mais si on vous demande de qu'est-ce que tu veux faire vraiment de ta vie, c'est des questions que les gens, finalement, ils disent, bon, oh, j'aimerais bien faire ça, mais pas sûr, on n'est jamais sûr, en fait. Et moi, quand j'ai écouté mon professeur chanter sur moi, j'ai dit, ah, c'est ce que je veux faire. C'est vraiment ce que je veux faire. Dans ma tête, c'était vraiment ce truc-là, et je voulais essayer de faire ça. C'est compliqué. 10 ans de pansori, non, 10 ans, c'est le début. À partir de 10 ans, voilà, c'est là où on commence vraiment la vraie apprentissage du pansori. Mon professeur m'a dit, si tu restes ici en Corée pendant 10 ans, si tu n'abandonnes pas, je m'engage à continuer à t'enseigner le pansori. Elle m'a dit ça, en fait. Puis j'ai dit, OK. Ouais, d'accord, OK. C'est difficile, hein? C'est pas ça. Mais pour moi, le pansori, c'est genre un traitement pour moi, en fait. C'est vraiment un vrai traitement pour moi parce que quand on est loin de la famille, il y a des choses forcément qu'on renonce. Comme maman dit, choisir, c'est renoncer. J'ai choisi de venir ici, ça veut dire que je renonce à des moments difficiles de la famille, à des bons moments, des moments, voilà, de réunions familiales, tout ça. Donc, quand c'est comme ça, ici, pendant les fêtes et tout, voilà, tu te passes toute seule, t'es pas en famille. Moi, quand c'est comme ça, en fait, quand c'est difficile comme ça, psychologiquement, je vais à l'école de chant et puis je chante et tout, ça me permet d'évacuer, en fait, le stress et la tristesse. Donc, pour moi, c'est vraiment un traitement au quotidien, le pansori, j'avoue. Ça fait 7 ans maintenant que j'ai fait le pansori, et franchement, je suis vraiment qu'au début parce que mes professeurs, ça fait plus de 30 ans qu'elles apprennent le pansori, et je les vois toujours répéter, je les vois toujours travailler leur chant et tout ça avant les concerts. Donc, une fois qu'on commence le pansori, on va dire qu'il n'y a pas de fin. On peut pas dire que voilà, après 10 ans, ok, je maîtrise le pansori, non, c'est pas vrai. La technique, elle est. Surtout moi qui ai commencé super tard. Les Coréens commencent le pansori à genre 3-4 ans, en fait. Wow. Moi, j'ai commencé à plus de 30 ans. Donc, la voix et tout ça pour la travailler, c'est-à-dire que à 30 ans, un chanteur de pansori, ça fait des années. Ils ont 23 ans de chant. Et moi, je suis là avec mes 1 an et tout ça. Donc, voilà. Mais je sais que je ne pourrais jamais chanter comme un Coréen. Mais le mieux que je peux faire, je le fais. Quand, je me dis toujours, si mon chant aujourd'hui est meilleur que mon chant d'hier, c'est mieux. Et si demain est meilleur qu'aujourd'hui, voilà, c'est comme ça qu'il faut. Tu ne peux pas me comparer aux autres. Et mon professeur m'a dit, ne te compare pas aux autres parce que quand tu te compares à quelqu'un, ça veut dire que que tu vas travailler pour atteindre le niveau de cette personne. Alors que peut-être que toi, tu as un meilleur potentiel qu'elle et tu ne sais pas. L'apprentissage du pansori, voilà, c'est toute sa vie en fait. Il n'y a pas de fin. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et là, du coup, vous parlez justement de ne pas se comparer aux autres. Et Ouais. ça me fait penser à la vidéo que j'avais vue de vous en train de chanter en coréen et en français avec quelqu'un qui jouait au xylophone. Et vous Ah, avez oui. une tenue africaine, vous avez votre afro. C'était une très, très belle vidéo. Il y avait un mélange de culture, d'identité, donc camerounaise, française et coréenne. Cette vidéo-là, pour moi, elle montre vraiment la fusion entre ces trois cultures, que c'est vraiment possible. Et donc, est-ce que c'est vraiment important pour vous d'affirmer votre culture, votre identité? Oh, bien sûr, parce que mes 3 cultures font de moi ce que je suis, en fait. Je veux dire, c'est important de le dire, hein, parce qu'on n'est pas comme ça et tout, on n'arrive pas qu'il y a tout. Non, non, il y a toujours une histoire derrière. Et je pense que c'est important aussi de mettre en avant, en fait, de dire que voilà, ma culture africaine et tout, elle m'apporte ça. Ma culture française, elle m'a appris ça. Et la culture coréenne m'apprend ça aussi, pour montrer aux autres que voilà, que c'est possible, en fait, de fusionner ces 3 cultures et de pouvoir aussi bien vivre dans ce monde, en fait. Moi-même, je me dis, ah, mais tu es au Cameroun et tout, mais on va dire que vraiment, la musique traditionnelle, tous les chants traditionnels du village, je ne les connais pas. Pourquoi? Parce que j'ai grandi en ville, je connais quelques-uns, mais bon, je vais apprendre. Je vais apprendre, j'apprendrai. Quand je vais au Cameroun et tout, je vais au village. La dernière fois, je suis allée au Cameroun avec mon professeur de coréen, justement, mon professeur de chant. On est parti au Cameroun. Elle est partie dans mon village. On était vraiment dans la maison de la grand-mère où elle a fait griller le maïs au feu comme on le fait, manger les arachides. Autour du feu et tout, elle a essayé, on lui a montré les chants traditionnels du village et tout ça. La rythmique est différente. Elle a dit, ah oui, elle n'a pas pu saisir la rythmique en fait de notre chant traditionnel. En fait, c'est un apprentissage. Ceci pour le dire, voilà, moi j'habite en Corée, mais voilà d'où je viens. Elle m'a dit que c'était vraiment
aussi important pour elle de voir là où de voir où je viens, en fait. Elle m'a dit, ah oui, je vois d'où tu viens et toute ton histoire et tout ça. Elle a rencontré ma mère et tout ça. Elles ont discuté, rencontré ma famille. Et puis voilà, le fait d'aller au village, de voir comment on a vécu et tout ça, je pense que culturellement, c'est un échange, en fait. Pour mieux se comprendre, je pense que c'est important de comprendre, de connaître la culture de l'autre pour mieux se comprendre. Et elle connaît en France et tout, on s'est vu souvent, parce que pendant les salles de champs, on s'est vu et tout, voir comment on vit. Donc voilà, c'est des échanges et tout. Et maintenant, mon professeur, elle sait que voilà, au Cameroun, il y a des trucs, et les Camerounais se disent, avant, ils ne connaissaient pas la Corée dans mon quartier. Quand ils ont vu, ils disent, ah, c'est des Chinois, ils disent, non, c'est la Corée, c'est le Japon, non, c'est la Corée, c'est la Corée, voilà. Aujourd'hui, avec la mondialisation et tout ça, les échanges, c'est important, parce qu'on on peut plus vivre ça, on peut plus vivre que fermé dans sa culture et tout ça. On a besoin de la culture des autres surtout pour pouvoir se comprendre et tout ça et échanger. En parlant de points en commun, du coup, entre l'Asie et l'Afrique, pour vous, quels sont les points en commun? J'avais pensé aussi au rôle des griots en Afrique. Est-ce que Ouais. vous pouvez comparer les griots qui utilisent la kora avec les sorigun et les gosu qui utilisent le bouk, donc le tambour? Mhm. Euh, en fait, certainement, les griots, j'en connais pas beaucoup parce qu'au Cameroun, le Cameroun n'a pas la culture des griots. Nous, on a des gens qui racontent des histoires et tout, c'est vrai. Mais moi, ayant vécu en ville la plupart du temps, dans notre village, j'ai jamais vu de griot. J'ai jamais assisté on va dire, aux cérémonies traditionnelles en fait du village. Donc, je m'y connais pas trop dans les trucs de griot. Je vais parler de la Corée parce que voilà, que j'y habite. Et c'est vrai que il y a beaucoup de pays africains qui ont subi la colonisation. La Corée aussi a subi la colonisation japonaise. On va dire les tortures et tous les trucs comme ça. Voilà, ils ont subi la même chose. Donc, il y a une histoire. On a une histoire aussi qui est à peu près similaire. Et les Coréens disent qu'en fait, que les chanteurs de pansori, les grands chanteurs de pansori, c'est des gens qui ils ont ce qui s'appelle le had, en fait. Had, c'est vraiment cette souffrance, en fait. Et le bien chanter le pansori, c'est parce que ils ont souffert derrière. C'est cette souffrance qui fait qu'ils puissent chanter. Ils me demandent à chaque fois, mais comment est-ce que vous pouvez comprendre ce truc-là? Est-ce que les Africains ont sur le had? Parce que nous, on a traversé les guerres et tout ça. C'est ça. Je dis, oui, mais en fait, oui, un Africain peut comprendre ça parce que nous aussi, comme vous dites, la colonisation, ça, on a connu ça, cette souffrance-là, on l'a connue. Donc, c'est facile pour nous de le comprendre. Quand moi je chante, on me dit, ah oui, elle a le had, tu vois. On va dire même le rapport avec les aînés et tout ça. Et dans la culture coréenne, il y a beaucoup de choses qui sont venues aussi de la culture japonaise. Comme ici, en fait, ils appellent ça dopinma, ça veut dire que voilà, le fait le vouvoiement, il y a différents types de vouvoiement. C'est un truc qui n'était pas vraiment, qui était pas aussi fort avant, ici en Corée. La nourriture aussi, c'est à peu près pareil, en fait. C'est pas très, très différent. Comme en Afrique, en Afrique, on a les mêmes ingrédients, mais juste qu'on le cuisine différemment. Si ils ont un plat à base de poulet, tout ça, et de légumes et tout ça, au Cameroun, on a un plat qui s'appelle le DG à base de poulet, et on rajoute le plantain, mélange et tout ça. Et quand je fais les plats camerounais ici en Corée, ils disent, oh, ça ressemble à ça. Ça ressemble à notre plat comme ça met un peu différemment. Je dis, ah oui, d'accord. Ou quand je mange un plat, je dis, ah, nous à peu près la même chose au Cameroun, mais c'est cuisiné différemment. Je dis, oui, l'histoire est pareille, en fait. On a beaucoup de trucs en commun, même si on ne le dit pas ouvertement, mais si on regarde notre histoire et la culture et tout, plein de similitudes. Je serais curieuse, en fait, que quelqu'un fasse une comparaison comme ça. Et est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de présenter votre chant, le pansori, au Cameroun? En 2019, j'ai eu l'occasion d'aller, en fait, inviter à l'ambassade de Corée au Cameroun. Je suis allée avec mon professeur de pansori ici, avec deux de ses élèves. Donc, on est parti à Yaoundé. J'ai chanté devant ma famille, mes amis, et puis des membres du gouvernement, des ambassadeurs étrangers au Cameroun. C'était le premier concert de pansori, en fait, au Cameroun. Les gens ont beaucoup apprécié parce que à un moment donné, j'ai chanté un pansori aussi en français, qu'on a traduit en français. Et le fait de comprendre l'histoire directement, le public a été vraiment très, très bon. À un moment donné, devant, il y avait une grande ministre du Cameroun, elle fermait les yeux et tout. Et je me suis dit, peut-être qu'elle s'ennuie. Elle juste fermait les yeux pour écouter le chant et tout ça. Et à la fin, elle a adoré. Vraiment, ils ont vraiment adoré. C'est dommage parce que c'était que à l'ambassade, mais bon. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de chanter hors de l'ambassade, vraiment dans un endroit où, voilà, les Camerounais et tout ça. Il y a beaucoup de Coréens au Cameroun, les Camerounais, les Coréens, les étrangers aussi pour venir voilà, voir ça. Mais oui, j'ai été avec mon professeur de pansori au Cameroun. C'était la première fois qu'elles allaient en Afrique. C'est la première fois, et ils ont adoré. Et même votre famille, elle a réagi comment, en fait, à vous Au départ, en fait, on a commencé par un chant super long. Et je me suis dit,
Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'elles font? Mais ma mère était super heureuse, ma famille, ils étaient tellement fiers, en fait. Oui. C'était vraiment une grande, grande fierté. Une grande fierté d'être, parce que déjà, pour rentrer en ambassade, dans une ambassade, c'est pas n'importe qui rentre. Et voilà, le fait que les gens comme ça d'être reconnus comme ça, ils étaient, franchement très, très fiers. C'est la première fois que j'allais au Cameroun après avoir quitté mon boulot de contrôle de gestion pour venir en Corée chanter. C'est la première fois que en famille me voyait chanter. Je me dis, mais et ils vont dire, mais comment est-ce qu'ils vont réagir et tout. J'étais beaucoup plus stressée que mon concert à l'Élysée. Franchement, mon concert au Cameroun, c'était beaucoup de stress parce que j'avais dit à maman que je venais en Corée juste pour 1 an. J'avais un peu menti, un peu beaucoup. Et là, ça faisait, et là, ça faisait 2 ans. Et elle me dit, mais qu'est-ce que ça faisait pas 1 an n'est pas passé. Je dis, maman, encore un tout petit peu. Et le fait de partir au Cameroun, et elle m'a vraiment donné on va dire l'autorisation de continuer à apprendre le chant. C'était officiel cette fois-ci. Ok, voilà, tu peux continuer à apprendre ce chant. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de fusion entre la K-pop et le pansori. Est-ce que cela reflète l'intérêt grandissant de la jeunesse pour ces traditions? Bizarrement, ici en Corée, en fait, les gens se disent la jeunesse, en fait, fuit la musique traditionnelle. C'est ce qui est beaucoup pensé ici parce que les fusions entre le pansori et la K-pop, il y en a ça de plus en plus. Mais pour moi, je pense qu'en fait, ces gens qui font la fusion, ils contribuent à promouvoir en fait la musique traditionnelle. Pourquoi? Parce que pour pouvoir faire ce genre de fusion, il faut avoir la voix du chanteur traditionnel. C'est-à-dire que si un enfant voit et se dit, oh, je vais chanter, je vais faire comme lui, et s'il lui demande, oui, comment tu as fait, il va dire, bah, moi, j'ai commencé par la musique traditionnelle, en fait. La base de ce truc-là, c'est la musique traditionnelle. Et dans tout le pays, on va dire, c'est générationnel. On va dire, il y a le pansori. Après, il y a eu la trotte et tout ça. Ça, c'est, voilà. Je pense que c'est générationnel. Et le truc, c'est que le pansori restera toujours, parce que c'est un socle qui restera toujours là, en fait. Les fusions et tout ça vont passer, mais la musique traditionnelle, elle sera toujours là. Elle ne changera jamais. C'est compliqué. Alors, franchement, sincèrement, je veux dire, c'est compliqué pour les jeunes moments de vraiment s'intéresser à la musique traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'ici en Corée, quand il y a un concert de musique traditionnelle coréenne, il n'y a pas de pub, en fait. Par exemple, s'il y a un concert de K-pop, il y a des publicités partout. À la télé, voilà, dehors, il y a des affiches partout. Mais en fait, quand il y a un chanteur de pansori, un grand maître de pansori qui chante, en fait, il y a juste une petite affiche comme ça collée quelque part. Une petite affiche comme ça collée quelque part. Je me dis, bon, à partir de là, si en fait, en Corée aussi, on ne met pas en avant au fil de la musique traditionnelle et tout ça, c'est compliqué pour les jeunes de s'intéresser. Moi, je me suis intéressée au pansori, comment? En écoutant un concert de pansori. Je veux dire, c'est comme pour tout, en fait. Pour pouvoir s'y intéresser, il faut d'abord rencontrer le truc. Et les jeunes n'ont pas vraiment l'occasion de rencontrer la musique traditionnelle ici en Corée. Si un jeune voit un concert de chant, tout de suite, ce sera sur les réseaux sociaux. Les gens vont dire, ah, mais ça, c'est quoi? Mais comme il n'y a pas ça, ils n'ont pas l'occasion de le voir, bah, c'est sûr que facilement l'intérêt ne va pas. On ne peut pas avoir l'intérêt pour quelque chose qu'on ne connaît pas, en fait. C'est vrai. Et voilà, et grâce on va dire, aux fusions et tout ça, petit à petit, les gens peut-être qu'ils vont revenir vers ce truc traditionnel pour dire, ah oui, il y a ça aussi, ah j'aimerais chanter comme lui, mais pour ça, il faut que j'apprenne la musique traditionnelle. Voilà. Beaucoup me disent, ah, vous savez, le pansori, même pour les Coréens, c'est super compliqué. Hein. Les Coréens aussi fuient le pansori. Je dis, oui, c'est vrai. Et je me souviens, mon premier concert de pansori ici, je l'ai fait en 2017. Ça faisait genre juste 4 mois que je chantais. Mon professeur m'a dit, oui, on va aller faire un concert ensemble. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible, mais non. En plus, il faut mémoriser les paroles. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Elle dit, mais si, mais si, mais si. Pendant le concert, j'ai fait plein d'erreurs, mais les gens étaient tellement contents. Ils m'ont vraiment encouragé. Et j'avais participé à un concours de chant ici pour amateurs. Et une fois que quand la compétition est finie, il y a un jeune qui est venu me voir, il m'a dit, oui, et tout, bonjour, madame, et tout. Franchement, merci de vous intéresser à notre culture et tout ça. J'espère que vous allez continuer à apprendre. Et j'étais choquée. Un jeune, je me suis dit, ah ouais. Donc, les Coréens m'encouragent beaucoup, en fait. Comment est-ce qu'une étrangère d'Afrique en plus peut s'y intéresser? Et ils sont très, très, très contents. Ils disent merci de montrer la culture coréenne et tout au monde et tout ça. Voilà. J'ai beaucoup d'encouragement, vraiment beaucoup. On voit qu'avec la mondialisation, il y a beaucoup plus d'échanges culturels
Entre l'Afrique, les cultures africaines ou afro-américaines aussi et la Corée. Donc, on voit beaucoup d'influences hip-hop, même dans la musique K-pop. Parfois, enfin, là, on voit beaucoup plus de gens qui se disent, ah ouais, mais ils sont en train de voler notre culture, on va dire africaine et tout. Mais pour le coup, vous êtes en train de chanter le pansori, qui est un genre coréen. Est-ce que vous avez déjà été accusé d'appropriation culturelle? Une fois, on m'a dit, est-ce que c'est pas de l'appropriation culturelle? Et un monsieur qui a fait un commentaire comme ça et tout ça, je ne connaissais pas du tout ce mot. Et après, j'ai demandé à une amie et tout, j'ai dit, mais est-ce que tu penses que ce que je fais, c'est l'appropriation culturelle? Elle dit, mais arrête tes conneries. Partout où tu pars de Corée, Corée partout. Donc, non, tu t'appropries le truc, bien sûr, parce que tu l'apprends et tout ça. Mais quand tu le chantes, quand tu le mets en avant, tu dis d'où ça vient. Tu donnes l'origine, en fait, du truc. Et je pense que c'est important. Quand on utilise cette culture-là, il faut dire aux gens où est-ce qu'on l'a pris, en fait. C'est que, bien sûr, il faut s'approprier, c'est bien de s'approprier quelque chose si on veut pouvoir le montrer au monde. Les gens, quand ils vont le montrer au monde, ils vont faire croire que ça vient d'eux. Non, en fait, c'est que je me suis inspirée de quelque chose que j'ai aimé quelque part. Et il faut le montrer parce qu'il faut mettre en avant ce qu'on a aimé dans ce pays-là. Parce que si on se le prend, c'est que ça nous aide. Et je pense que ça peut aider quelqu'un d'autre, en fait. On ne le sait pas. Donc, moi, à chaque fois que je parle, je dis musique traditionnelle coréenne. J'ai fait la musique traditionnelle coréenne et tout. Je le dis partout. Je ne vais pas dire, oh, tiens, j'ai appris ce chant, j'ai créé ce chant. Voilà. Tiens, j'ai créé ce truc-là. Non, c'est pas le cas. Seulement un an après avoir déménagé en Corée pour apprendre le pansori, vous avez été invité par l'Élysée pour chanter lors d'un dîner où il y avait le président français, Macron, et également le président sud-coréen. Et donc, comment est-ce que c'était pour vous? Comment est-ce que vous avez réagi déjà à cette invitation et comment s'est passé l'événement? En fait, quand j'ai reçu l'invitation pour l'Élysée, j'étais en cours avec mon professeur. J'étais en train de prendre le cours de chant et tout, et puis je vois le message et tout. Je fais, oh, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, ouais, non, mais j'ai reçu un message et tout d'Élysée me demandant si je peux venir chanter en octobre. Je dis, ah oui, mais à ce moment-là, moi, c'est ma période d'examen à l'école de langue et tout. Elle me dit, quoi? Elle me dit, de quel examen tu parles? J'ai dit, oui, mais je pense pas que je peux aller dire. Déjà, remettez folle ou quoi? Elle dit, bien sûr que tu dois y aller. J'ai dit, OK. Donc, comment est-ce que l'Élysée m'a trouvé? C'est très bizarre parce qu'en fait, j'avais fait une interview dans le journal Le Monde Afrique. Et la sœur du conseil du président Macron, en fait, elle feuilletait les trucs, elle se baladait sur Internet, tout ça. Et puis, elle a vu cet article. Et dans l'article, en fait, je parlais d'une amie, Leila Laslan. Je parlais de mon amie Leila Laslan et tout ça. Le centre culturel a appelé Leila parce qu'ils ne savaient pas avoir mon contact, en fait. Il n'y avait pas mon contact sur le truc. Ils ont appelé Leila pour lui demander si elle pouvait avoir mon contact. Et puis, l'ambassade ici aussi en Corée est passée par je ne sais pas quel chemin pour me retrouver. Et finalement, ils ont eu mon message. J'ai vu un appel du centre culturel coréen, me dit oui, Laure et tout, il y a l'Élysée qui essaie de te joindre et tout. Je me dis, bah, arrête. Genre, c'est une blague, quoi. Et après, je reçois le message, le mail. Je me dis, oh là là. Donc, je vois le mail et tout ça. Je dis, mon professeur dit, bien sûr, tu dois y aller. Tu dois y aller. J'ai dit, OK, bon, j'y vais. Donc, je retrouve une amie, en fait, qui était à ce moment-là en Angleterre. Parce qu'il fallait que j'ai quelqu'un qui joue le pouk pour pouvoir m'accompagner. Donc, on demande à mon amie, elle vient. Et on y va et tout ça. Vraiment comme comment dire, des vrais. C'est bizarre, blédards, comment dire en français. À l'Élysée. Déjà, on arrive et tout ça. On arrive et puis ils disent oui, mais vous pouvez vous changer là et tout ça. Vous changez là et puis vous passez à l'intérieur et tout pour rentrer dans la salle. On dit oui, mais le tapis rouge. Elle dit mais non, pour vous. Et on dit non, mais on veut faire un tapis rouge à l'Élysée quand même. Bah oui, quand même. On fait le tapis rouge et tout. Et puis, on y va et tout ça, on te change et tout. Après, on passe sur le tapis rouge et tout. On marche comme oh là là, franchement, c'est bon. Mon ami, on marche comme des perdus. Et on a un moment donné, et puis les photographes disent photo. Et on se tourne la tête comme ça et tout. Vraiment, on rentre et tout, je rentre et tout, on s'assoit, on mange et tout ça. Et puis un truc que, voilà, j'ai pas honte parce que je savais pas. On mange et tout ça, et à un moment donné, à la fin, il y a genre un bol d'eau avec une pétale au milieu comme ça. Je dis, c'est quoi? Parce qu'à chaque fois, puisqu'il y a je sais pas combien de couverts, de verres, de je sais pas quoi, je dis, bon, je regarde ce que les autres font et moi je fais aussi, je suis, voilà. Et quand le truc arrive et tout, personne ne bouge, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Je regarde le bol et tout, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Je regarde sur la table, personne ne bouge. Je me dis, les gars, faites un effort et tout, j'attends. Et à un moment donné, je prends ma cuillère comme ça, genre pour goûter ce que c'est. Et au moment où je prends la cuillère et que je veux goûter,
il y a un personnel de l'Élysée qui vient qui me dit, Mademoiselle Mafo, il y a le président Macron qui vous appelle. Et moi, en vrai blédard, je regarde, je dis, non, c'est une blague. Je dis, non, madame, le président vous appelle. Je dis, non, mais c'est une blague. Il dit, mais si. Je dis, bah, ok, bah, j'y vais. Comme ça, hein, c'est pas, je me lève et tout, j'y vais et tout ça. Les deux présidents se lèvent et tout, ils viennent et tout, ils me disent, ah, Mademoiselle Mafo, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Je dis, beaucoup, vous exagérez. Je dis, beaucoup, vous exagérez. Hein. Il me dit, non, vraiment, pourquoi? Je dis, oh, vous exagérez un petit peu. Et en fait, je dis, mais là, c'est le président et tout, c'est le président. C'est vrai ce que tu fais là. Je dis, non, vous exagérez. Il me dit, mais si, il dit, ah, ok, d'accord, merci. Oh là là, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? On discute avec les deux présidents et tout ça. Je chante mon truc et tout. Les gens étaient, franchement, les Coréens étaient stupéfaits parce qu'ils disaient, on se dit, mais c'est quoi cette blague? Déjà, quand j'arrive et tout, les gens, après, ils m'ont dit ça, les Coréens m'ont dit, mais on a vu cette Africaine arriver et tout. En Hambourg, on se dit, mais c'est qui cette fille et tout ça? Voilà, c'est qui cette fille, tout ça. Et puis après, vous avez chanté, on s'est dit, waouh, c'est quoi ce truc? Et on m'a demandé, mais est-ce que vous allez encore chanter? J'ai dit, non, j'ai que ça. Il dit, oh, mais c'est dommage et tout, vous êtes, voilà, c'est le meilleur moment de la soirée et tout ça. J'ai dit, ah, bah, désolé. Oh. On m'a dit un seul chant, donc j'ai fait un seul. Donc j'arrive, je vois les présidents et tout ça, ils me demandent, oui, comment est-ce que vous allez commencer le pansori et tout ça. Bon, j'explique et tout ça. Ah, le président Moudjaï, il pose des questions, comment, voilà, mon histoire et tout ça, j'explique et tout. Après, le président, il me dit, est-ce qu'on peut prendre une photo avec vous? Je dis, ouais, si vous voulez. Je dis, si vous voulez. Il se dit, on se fait un selfie. Je dis, ok. Il me dit, avez-vous son téléphone? Je dis, d'accord. Donc, il prend mon téléphone et tout. Et puis, on se met comme ça. Et puis, il appelle sa femme. Oui, il veut une photo. Et le président Moudjaï, il appelle sa femme ici. Oui, il appelle une photo. Et moi, j'ai mobilé comme ça et tout ça. Le monde sourit et tout le monde sourit derrière, tout ça, tout content, tout le monde sourit, et tac, le président Macron prend la photo. Il prend le selfie. C'est pas moi qui l'ai pris le selfie. Wow. Il me donne mon téléphone, donc merci. Tout, voilà. Je dis, oh, merci, bonne continuation et tout ça. Je dis, ok, j'y vais et tout ça. Et quand je viens à ma place, le bol, il a disparu. Le bol de truc, il a disparu. Donc, tout à l'heure, vous étiez en train de penser au bol, quoi. Je dis, mais c'est quoi? Mais le bol et tout, il a disparu. Et puis, on finit de tout manger. Donc, après, je demande à une amie, ouais, et tout, j'ai, à l'Élysée, il y a un bol et tout, avec une pétale qui est arrivée. C'est quoi ce truc et tout? Elle me dit, c'est un rince-doigt. Je dis, comment ça? Elle me dit, c'est un rince-doigt. Elle me dit, pourquoi? Elle dit, non, juste par curiosité. Et ensuite, je dis, mais j'ai failli boire le truc, quoi. Heureusement que le président, il m'a évité la plus grosse humiliation de toute ma life. Parce que j'étais comme ça, hein. Il a dit, monsieur Macron vous appelle. Je dis, ok, j'y vais. C'était un rince-doigt. Mais qui fait un rince-doigt comme ça avec un bol. Voilà. J'ai pas honte hein, parce que je ne savais pas. Et en fait, je prends cette photo, le selfie qu'on a pris. Sur le coup, franchement, quand je suis allée à l'Élysée, j'étais en pilotage automatique. C'était plus moi, c'était voilà, j'y vais, voilà, j'étais zen. Je prends la photo et je mets sur mon Facebook, comme ça. Je mets sur mon Facebook le soir, étant en train de me coucher, C'est le matin que je réalise que j'étais à l'Élysée. Parce que mes amis regardent, ils voient le truc, ils disent, mais Laure, c'est quoi cette photo? C'est quoi ce truc, Laure? C'est quoi ce truc? J'ai dit, ah oui, je t'ai pas dit que j'étais à l'Élysée. Mais franchement, c'était vraiment un gros honneur pour moi parce que j'étais encore, c'était ma première année en fait de chant. J'étais vraiment un novice et tout ça. Et d'avoir cet appel, franchement, personne ne peut l'imaginer en fait. Personne ne peut imaginer ce truc-là. Et j'étais très, très, très contente d'y aller, de montrer ce que j'aime et tout ça. Et en fait, c'est passé la télé coréenne ici, je ne savais pas, moi. Moi, je suis arrivée en Corée comme, voilà, ouais, et tout. Je me dis, oh, mais on t'a vu et tout. Je dis, comment ça? Ouais, vous étiez une star, là, déjà, c'est bon. Ouais, je dis, c'est pas ça, je dis, ah bon? Et je pense aussi que le fait de ne pas être trop stressé a fait que la rencontre soit bien passée. Et le fait, sur ce selfie-là, où vraiment tout le monde sourit, ça fait qu'en fait, je pense que c'était une bonne soirée pour tout le monde et tout ça. On a bien discuté, on a rigolé, tout ça. Et ce selfie, voilà, je pense que c'est de voir les deux présidents et leurs femmes sourire comme ça et tout sur une photo, je pense que ça ne se voit pas beaucoup. Les gens ont beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'était un honneur pour moi. Et franchement, c'est à refaire. Voilà, je ferai en étant moi-même, on va dire, quoi. Oui. En disant, oui, monsieur le président, oui, bien sûr, monsieur le président. Oui, bien sûr. Non, je ne peux pas faire ça. Je n'avais pas l'impression d'être voilà, extraordinaire. Je n'ai pas l'impression d'être extraordinaire. C'est juste, voilà, j'ai fait un choix, je fais juste ce que j'aime. Et si les gens aiment ça, je veux dire, c'est que du bonheur pour moi, en fait. Et d'avoir cette reconnaissance-là aussi par l'État,
par les 2 États, franchement, voilà, ça m'encourage à continuer, en fait, m'encourage à continuer à faire ce que j'aime, c'est tout. Bah, c'est une très belle histoire. Belle histoire. Et en fait, je sais qu'après, vous avez été nommée citoyenne d'honneur de la ville de Séoul Ouais. et également ambassadrice honoraire de la Fondation Corée-Afrique. Comment vous sentez-vous après avoir reçu ces titres-là? C'est l'ambassade en fait de France qui a fait mon dossier pour ça. Ils m'ont contacté et dit oui, on aimerait bien soumettre votre dossier pour ce tout-là. Sincèrement, j'ai pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. J'ai dit sincèrement parce que je me dis voilà, j'ai aimé ce chant et tout et j'ai envie d'essayer. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et à chaque fois en fait que j'ai cette domination, ça m'encourage en fait à continuer à faire ce que j'aime vraiment. Tout dans la ville de Séoul, il y a de grandes personnalités qui ont eu cette domination vraiment. Et de faire partie en fait des gens qui ont ce truc là, ça m'encourage toujours en fait à continuer ce que je fais, à ne pas laisser tomber en fait ce rêve que j'ai qui est en moi et voilà, à dire aussi aux gens voilà, tout est possible en fait, c'est possible, vous ne savez, on ne sait jamais, c'est possible. Et la Rana Africa Foundation en fait, bon, c'était un honneur de pouvoir représenter l'Afrique, on va dire, d'être ce pont en fait d'échange entre la Corée et l'Afrique, les pays africains en général. C'est ça que quand moi je fais un concert de Panzoni, j'essaie toujours d'avoir la jupe en fait coréenne et le haut en tissu africain. Et comme ça, je me dis, quand je fais un concert ou quand j'ai une émission et tout, quelqu'un, je sais pas, Ouganda ou n'importe où, ils voient à la télé, ils disent, oh, mais ça, c'est le tissu de chez moi. C'est en Corée, tiens. Comment ça se fait-il? Voilà. Je veux dire, on est fiers de voir ces couleurs partout. La Corée Africa Foundation contribue vraiment à casser ces barrières en fait entre la Corée et les pays africains. En Afrique, les gens pensent qu'il y a manque d'eau, manque de je sais pas quoi, mais il y a plein de trucs à faire en Afrique. Il y a des pays super développés, il y a des endroits super développés qu'on ne montre pas. On a l'impression qu'ils sont toujours là à attendre l'assiette et tout pour qu'on leur sert à manger, mais non, en fait, c'est pas ça. Il y a du potentiel en Afrique et tout ça. Bien sûr, il y a la pauvreté en Afrique, comme il y a les gens pauvres aussi en Corée, en fait. C'est ça, il faut rendre compte que dans le continent africain et en Corée, il y a, voilà, il y a des gens qui ont besoin d'aide de tout ça, comme partout, en France aussi, c'est ça. Ne pas montrer que la partie difficile de chaque des pays, des pays d'Afrique, du continent, mais montrer aussi, voilà, le potentiel qu'il y a dans les pays africains, parce qu'il y en a beaucoup, en fait. En tant qu'Africaine aussi, de faire quelque chose de bien, les gens vont dire, voilà, on voit une autre image, en fait, du doigt. Tu vois, de l'Africain. Ça permet aussi aux gens d'avoir une bonne image des deux côtés. Est-ce que vous avez un message pour les jeunes francophones qui aimeraient avoir le même courage que vous, de faire le pas, de mettre la peur de côté pour suivre leurs rêves? Maman, elle m'a toujours dit, le regret, c'est la carie des os. Ça, c'est une phrase qu'elle m'a toujours dit. C'est vrai que moi, j'ai fait un choix drastique. C'est difficile hein, de sauter le pas. Mais une fois qu'on a trouvé ce qu'on veut faire, qu'on a vraiment trouvé, qu'au fond de soi, on se dit, voilà, c'est ça que je veux faire, c'est important d'essayer. Je ne dis pas qu'on réussira toujours, hein, je ne dis pas ça, mais il faut mieux avoir peur du regret que de l'échec. Le regret est pire que l'échec, en fait. Parce qu'il n'y a pas de... pour moi, le regret, c'est incurable, c'est une maladie incurable pour moi. Parce que il n'y aura jamais de réponse à ça. Quand on essaie quelque chose et quand on échoue, sur le chemin, en fait, sur ce chemin-là, on peut rencontrer d'autres gens, on apprend toujours quelque chose. Donc, si vous avez un rêve, si vous avez quelque chose que vous voulez faire, moi, je vous encouragerais toujours à essayer. On a peur, hein. Moi aussi, tous les jours, je me pose la question, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie? J'ai choisi le chant, et j'ai renoncé on va dire, à la sécurité financière et tout ça, voilà, parce que c'est super compliqué financièrement, c'est compliqué, même maintenant, c'est compliqué financièrement. Mais on va dire que psychologiquement, je suis bien, en fait. Avant, j'avais de l'argent, mais psychologiquement, j'étais au fond du trou, en fait. J'étais vraiment au fond du trou. Mais maintenant, même si j'ai pas l'argent, psychologiquement, je suis bien, donc je peux surmonter des difficultés que je ne pouvais pas surmonter avant. Pourquoi? Parce que j'ai fait un choix et que j'essaie de faire ce que je veux. Donc, franchement, si vous avez un rêve, si vous avez un but, essayez-le. Les gens autour vous diront, mais t'es sûr et tout, c'est normal. Parce que les gens ont toujours peur. Ils ont peur. Et c'est un sentiment qui est tout à fait normal. Ils ont peur pour vous. Ils sont inquiets pour vous. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas leur en vouloir. Et il y aura des jaloux aussi dedans, bien sûr, mais c'est la famille et tout, c'est parce qu'elle est inquiète pour vous. C'est un sentiment normal. Mais à vous de prouver que voilà, non, je vais essayer. Moi, aujourd'hui, même sur mon lit, j'ai un truc qui me dit, je me dis, tous les matins, on a deux choix.
soit tu te recouches pour continuer à dormir, soit tu te lèves et tu réalises tes rêves. Donc, c'est un choix qu'on a. C'est un choix qu'on a. Donc, moi, je me dis, allez, debout, lève-toi et essaye. Si j'échoue, je dis, demain, je peux échouer, demain, tout peut s'arrêter et tout, mais j'aurais essayé, je me serais dit, j'ai essayé, c'était pas pour moi. Mais on n'a rien à prouver, on n'a qu'une vie, on n'a rien à prouver à personne, on n'a rien à prouver à personne. Si à un moment donné, vous rencontrez, c'est difficile, vous vous rendez compte que non, franchement, je ne peux plus, voilà, on arrête et on va trouver autre chose. Et on aura toujours appris. C'est là, l'échec, on aura toujours appris quelque chose. Quand vous allez dans un pays, en fait, n'ayez pas de préjugés, sincèrement. N'ayez pas de préjugés de ce pays-là, ne vous attendez pas à grand chose. N'ayez pas de préjugés, allez et découvrez par vous-même. Et n'écoutez pas, et bien sûr, il y a des conseils, on va dire, il faut faire attention à ça, 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 mais vraiment la culture et les trucs du pays, allez et voyez par vous-même. Il faut expérimenter par soi-même. C'est vraiment la meilleure chose que je peux vous dire. Pas de préjugés, allez sur place et apprenez par vous-même. Et faites vos propres expériences, vos propres découvertes. Voilà. Merci beaucoup, Laure. Merci beaucoup pour cette interview. Voilà, moi, je crois réellement que vous êtes comme un pont entre différentes générations, différentes cultures, parce que vous avez les trois cultures en vous, en fait. Vous portez en vous l'identité camerounaise, française et coréenne. Et vous êtes aussi un pont entre les générations, parce que à travers votre voix, bah, les gens, ils sont inspirés, ils ressentent de la joie. Et je crois réellement qu'il y a beaucoup de personnes qui voudront suivre leurs rêves grâce à vos paroles dans cette interview et aussi grâce à votre chant. Donc, merci beaucoup d'être une ambassadrice de la paix, quoi. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Et oui, franchement, j'espère que on se verra dans d'autres occasions, qu'un jour, j'aurai l'occasion d'être interviewée par la journaliste, la grande journaliste Cynthia. J'espère que voilà, qu'un jour je serai. Je la connais! Je la connais, cette journaliste, mais je la connais! Voilà. Ah, merci beaucoup, merci, c'est très gentil. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.